c'était tout un orchestre. C'était tout un orchestre, une locomotive. Vous aviez, quand on était en ligne, que le chauffeur ouvrait le foyer, mais il éclairait le ciel, hein. Il éclairait les nuages, on savait voir, on avait le bulletin du temps. On avait le bulletin du temps, on voyait les nuages. 4 ans, même avant 4 ans, je foutais le temps dans la maison, je partais pour aller voir les machines, les locomotives qui étaient à 500 mètres de la maison. Lorsque je suis entré au chemin de fer, c'est comme si j'y avais toujours été. Oui, c'est idiot, mais une fois qu'on l'a fait dans la peau, rien à faire. Vous comprenez bien que n'importe quel diesel ou machine électrique ne vaudra jamais une machine à vapeur, qui tantôt vous parle en blanc, tantôt en noir, qui projette des fumées blanches, des fumées noires. Oui, et puis ça fait du bruit, ce bruit. Allez, lorsque un train démarre avec une machine électrique, ce petit, c'est mesquin, ça fait... et puis ça s'en va. Mais le départ, n'est-ce pas, d'un train qui sort d'une gare de formation, entraînant derrière lui une charge complète de 63 gonds. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Et puis ça va, et puis ça va, et puis ça va. Et puis vous sentez que ça s'accélère, et vous voyez la machine passer, qui avec un jet de fumée, ces pieds-là qui tournent, vous la voyez la machine, et puis ça s'accélère, et puis tout lève la partie. L'aventure du chemin de fer à vapeur voit le jour dès le lendemain de notre indépendance, en 1830. À cette époque, notre tout jeune pays se heurte à l'hostilité de ses anciens occupants, les Hollandais. Ceux-ci ont fermé les voies fluviales de communication avec la mer, bloquant notamment Anvers en pleine expansion. Pour parer au danger d'étouffement économique, Léopold Ier, qui soit dit en passant est anglais d'adoption, se penche outre-Manche sur une toute nouvelle invention, le chemin de fer. Notre roi a beaucoup de connaissances en Angleterre, dont il est issu. Eh bien, il fait appel à des spécialistes qui vont examiner ce qui se passe en Angleterre à ce moment-là, les tout premiers chemins de fer qui viennent de voir le jour. C'est George Stephenson qui, à force de persévérance, donne à la locomotive ses caractéristiques essentielles. S'ouvre ainsi en pleine révolution industrielle l'ère des chemins de fer. Le premier vrai train de marchandises roule le 27 septembre 1825 sur la ligne Stockton-Darlington, dans le nord-est de l'Angleterre. Les premiers trains de voyageurs, eux, ont une allure pour le moins cocasse, mais l'engouement est au rendez-vous. Le modèle anglais est importé sur le continent. La première ligne relie Bruxelles à Malines. Elle est inaugurée le 5 mai 1835. Une foule curieuse prend place dans 3 trains où l'on retrouve déjà nos futures classes de confort. À ce moment-là, on ne les appelait pas première classe, deuxième classe et troisième classe. On les appelait diligence, char à banc couvert, char à banc découvert. Elle se différenciait par le confort. La diligence était comme la diligence routière, un véhicule fermé avec des vitres, des portières et des vitres. Le char à banc couvert était également muni de tentures latérales permettant de couper un peu le vent. Les chars à banc découverts étaient comme un wagon tombereau ouvert à tous les vents. Très vite, la Belgique met tout son savoir-faire dans le projet. La première gare du continent est construite à Bruxelles, à l'Allée Verte. Bien d'autres suivent, comme Malines. Plus structurées que les simples auvents du début, elles organisent le départ et le passage de trains de plus en plus importants. Le chemin de fer belge peut entamer sa carrière. Très tôt, la question se pose. Les chemins de fer belges doivent-ils être exploités par l'État ou par des sociétés privées? Bien qu'une loi de 1832 autorise le gouvernement à concéder des péages, c'est l'État qui, dans les premières années, assure la construction du réseau naissant. Vers 1840, il en exploite les grandes lignes. Puis, il
il passe la main à l'industrie privée. Et ce sont les Anglais qui se présentent, conscients de l'opportunité. Par après, les concessions s'ouvrent aux Belges. Cependant, tout ne va pas pour le mieux. Dans la précipitation, certaines lignes n'ont pas été suffisamment étudiées. Elles se trouvent rapidement dans une situation de détresse financière. De plus, le réseau a ses propres contraintes. Pour éviter que la traction vapeur ne connaisse de trop grosses difficultés d'adhérence ou de manque de puissance, elles ont évité d'avoir ce qu'on appelle des rampes ou des pentes trop importantes, parce qu'il y a à la fois le problème de traction et le problème de freinage qu'il faut maîtriser en permanence. Et en fonction de cela, on a donc dans la plupart des cas choisi des itinéraires dits de vallée, ce qui a amené certaines sinuosités des lignes, ce qui nous conduit d'ailleurs à devoir limiter les vitesses actuellement. Il n'empêche, le réseau continue à progresser. Et il progresse vite, toujours en grande partie sous l'impulsion de l'industrie privée, dont l'importance ne fait que grandir. Ainsi, la Compagnie du Nord français et la Grande Compagnie du Luxembourg qui devient une des lignes maîtresses du réseau dans le sud du pays. Peu avant la fin du siècle, la Belgique peut désormais compter sur 5000 km de voies. L'objectif final, c'est de desservir la totalité de la superficie du territoire. Vers 1885, se rendant compte que la construction de lignes à voie normale était devenue trop prohibitif dans les régions rurales peu habitées ou à trafic très limité, une loi de 1885 a créé la Société nationale des chemins de fer vicinaux, qui a elle-même construit un réseau couvrant la quasi-totalité du territoire national, s'étendant sur également environ 5000 km. Donc l'ensemble des voies ferrées publiques sur le territoire belge atteignait à ce moment-là environ 10 000 km. L'interpénétration des deux réseaux métamorphose le paysage économique et social. La capacité de transport des marchandises se voit décuplée. Le train et le tram à vapeur s'introduisent au plus profond des vallées. Face à la profusion des lignes privées, l'État commence à revoir sa politique. C'est la période des rachats de lignes concédées. Mais désormais, la vapeur est partout. Les gares deviennent des lieux privilégiés, des pôles de vie avec tout autour des cafés, des hôtels, des commerces. Bref, tous les relais de la vie économique. La toile est tissée. Notre savoir-faire dans le domaine ferroviaire trouve un champ considérable où s'exprimer avec notre colonie du Congo. À son retour en Europe en 1884, Stanley déclare « Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas 2 shillings ». Mais ici, l'œuvre est considérable. Là, tout est à construire. Le Congo, qui est une immense richesse potentielle pour la Belgique, a besoin vraiment d'être très mis en valeur par divers moyens techniques. Et à l'époque, Stanley, qui avait découvert le Congo, avait découvert la capacité fluviale du fleuve Congo sur toute une partie de celui-ci. Il était navigable, sauf dans la partie du bas Congo. Rallier le haut et le bas Congo, tel est le projet. Un projet d'une énorme envergure. Il faut à tout prix établir des voies de pénétration. Créée en 1887, la Compagnie du chemin de fer du Congo se lance dans l'aventure. Le point de départ sera Matadi. Percer des tunnels, lancer des ponts, tailler le flanc des montagnes en terrasse, acheminer les matériaux et la main-d'œuvre. Les ingénieurs doivent affronter des difficultés majeures. La première difficulté, c'est terra incognita. Les gens qui ont construit ce chemin de fer n'avaient pratiquement pas de carte. Ils avaient bien quelques schémas, mais sur lesquels rarement les altitudes étaient mentionnées.
Or, quand vous devez construire un chemin de fer, il est bien entendu qu'on essaye d'éviter les trop fortes déclivités, sans quoi on ne monte pas, on ne passe pas. Alors ça, c'était le premier problème, c'était l'absence de documentation topographique, et les gens progressaient à la boussole. Alors la seconde grande difficulté a été la suivante, c'est que, comme la région était, disons, pratiquement inconnue, on n'en connaissait évidemment pas les maladies. Quand on a commencé la construction du chemin de fer du Congo, on ne savait toujours pas de quelle maladie les gens étaient malades et de quoi ils mouraient. Mais si le chemin de fer a une mission de pénétration, il se révèle aussi indispensable pour l'exploitation des ressources économiques, en particulier celle du Sud Katanga, un territoire d'une immense richesse, mais particulièrement difficile d'accès. Il est urgent d'occuper ce plateau au relief accidenté, notamment pour le soustraire à l'appétit des Anglais, qui ne demandent qu'à s'étendre sur tout le continent africain. Le rail belge va irriguer cette région que certains qualifieront de scandale géologique, tant son sous-sol regorge de cuivre et de cobalt. Économiquement, l'opération est une incontestable réussite. Mais il faut attendre 1909 pour qu'arrive au Sud Katanga la voie ferrée, qui le sort de son isolement. Au fur et à mesure que le réseau ferroviaire poursuit son implantation, il apporte à cet immense pays un développement ininterrompu. En 1926, l'arrivée à Matadi du premier train lourd de la Compagnie des chemins de fer du Congo, un train chargé de minerais, constitue un tournant important dans la mise en valeur du territoire. Désormais, on peut considérer que les missions de pénétration et d'exploitation sont accomplies. Les lignes primitives sont repensées, de nouveaux tracés exécutés, les gares se développent. Grâce au rail, la grande époque coloniale prend toute sa dimension. Revenons chez nous. Août 1914, la Grande Guerre éclate. Dès le début des hostilités, une partie importante du matériel roulant a gagné la France pour échapper à la mainmise de l'occupant. Celui resté sur notre territoire est jalousement maintenu en état dans l'attente de voir la Belgique libérée. Malgré l'occupation du pays, le réseau ferroviaire fonctionne de façon autonome. C'est à cette époque qu'on voit se développer ce qui sera une des caractéristiques du chemin de fer à vapeur, l'esprit des cheminots. Un esprit qui n'a pas de frontières. La fin de la guerre le récompensera. La reconquête du pays a permis de rétablir progressivement le réseau en Belgique et les chemins de fer de l'État ont reçu un nombre très important, environ 2000 locomotives allemandes livrées à la Belgique en vertu du traité de Versailles. Cela a occasionné une modification importante du parc et de l'exploitation des chemins de fer sur le territoire national, parce qu'on est arrivé à avoir de l'ordre de 4500 locomotives à vapeur au moment de la fondation de la Société nationale des chemins de fer belges en 1926. La création de la SNCB en 1926 n'est pas due au hasard. Cette année-là, une crise financière extrêmement grave s'abat sur la Belgique. La dépréciation du franc s'accentue de jour en jour. Pour suppléer à l'insuffisance des ressources, le gouvernement, craignant la faillite du pays, confie à la SNCB le droit d'exploitation à partir du 1er septembre 1926. Dorénavant, elle jouit de l'autonomie financière et administrative. Dès
Dès le début, elle s'attache à améliorer ses méthodes d'exploitation, à réorganiser et à multiplier ses services. Face à la concurrence routière qui fait son apparition, ou au transport fluvial, elle doit prouver son efficacité et sa rentabilité. Malgré la crise qui s'étend et les difficultés financières, la Société nationale investit entre 1926 et 1939 plus de 2 milliards de francs. Techniquement, les machines évoluent. Il faut contrer le transport routier qui progresse. La machine à vapeur devient une véritable usine à puissance, une fabuleuse bête à tracter des convois de plus en plus impressionnants. Puissance et vitesse. Tels sont les buts recherchés. Partout en Belgique, on construit du matériel roulant. Pas moins de 25 entreprises se partagent la tâche, réparties surtout dans le centre, le Borinage, le pays de Charleroi et la province de Liège. Mais aussi en Flandre, Gand, Malines, Louvain. Notre compétence dans le domaine ferroviaire devient une référence. Elle s'exporte rapidement. Les trains belges vont sillonner le monde, en Afrique, en Inde ou en Chine. Si la vapeur est une affaire de technique, c'est aussi et surtout une affaire d'hommes. À bord de ces belles qui crachent leur panache, une équipe assure sans relâche le bon fonctionnement de la machine. Un travail dur, confié à ces gueules noires comme on les appelle. Le chauffeur et le machiniste forment un couple indissociable, car l'un ne peut rien sans l'autre. Avant d'être machiniste, il faut d'abord être chauffeur. Ça s'apprenait par le savoir des autres, par le savoir, par amitié, parce que on était en équipe. Donc, du fait qu'on était chauffeur avec un machiniste, on était titulaire d'une locomotive, donc on était toujours avec le même machiniste. Donc, il y avait tout le temps, pendant 6 ans, de vous apprendre son savoir. Ils prenaient leur congé bien souvent ensemble. Ils allaient à la maison d'un à l'autre. Ils partageaient leur nourriture, parfois sur la locomotive. Bien souvent, ils partaient en congé aussi ensemble. C'était véritablement, je ne vais pas dire, c'est plus qu'une famille. C'était un métier pas facile du tout, avec beaucoup de causes, mais c'était un métier qu'on faisait par amour. Je crois que s'il n'avait pas eu l'amour du métier, je crois que celui qui ne l'a pas ne doit pas le faire, hein, ou il ne devait pas le faire. Il y avait 3 choses qui comptaient dans sa vie. Il y avait son machiniste, son compagnon, sa locomotive et puis sa femme. Ils vivaient pour leur locomotive. Ils ne regardaient pas faire 1 heure ou 2 heures avant la prise de service ou après la prise de service. Cet amour du métier dépasse la simple satisfaction du travail accompli. C'est de la passion. Les cheminots l'entretiennent entre eux, bien sûr, mais cela transmet aussi de génération en génération. C'est que le rail est très souvent ancré dans l'histoire des familles. Je suis la 4e génération de cheminots de côté maternel. C'est un petit peu dans le sang que je veux dire de génération en génération. On entend ces ancêtres qui racontent la vie du chemin de fer. Et on se met un petit peu dans le bain à la fin.
Les femmes semblent absentes des métiers du rail. Et pourtant, Rosina de Lagrange est la dernière garde-barrière de Belgique. Dans quelques mois, son métier aura disparu. Il est bon de rappeler que, comme elle, des milliers de femmes ont assuré la sécurité des passages à niveau gardé. La plupart du temps, c'est à elles que l'on confiait cette tâche. Souvent femmes de cheminots, certaines vivaient à même la voie dans des maisonnettes mises à leur disposition. Un travail solitaire, simple d'apparence, mais lourd de responsabilité. C'était dur, hein? À la porte, tout le temps, presque, hein? Vous deviez fermer vos barrières, c'était dehors. Il pleuvait, c'était dehors, hein? C'était tout le temps dehors, hein? Au passage du train, surveiller le convoi et regarder s'il était bien complet. Ah oui. Dehors, on ne pouvait pas rester à l'intérieur, hein? On devait tout le temps être sur le qui-vive. C'est un travail stressant, moi, je trouve. Beaucoup de responsabilités quand même. Il fallait être vigilant. Hein? Il fallait faire attention tout le temps à tout. Hein? Ah oui, si un train était en retard, il fallait demander pourquoi. Et à quelle heure et combien de retard il pouvait avoir. Ah oui, ça oui. C'est une responsabilité. Hein? Le train, c'est aussi l'évasion. Les gares, autrefois reléguées à l'extérieur des villes, ont été rattrapées, absorbées par celles-ci. Elles sont une véritable source d'inspiration pour les architectes, qui en font d'authentiques monuments. C'est d'elles que peut partir l'aventure. Dans les années 30, l'instauration des congés payés et une relative démocratisation du chemin de fer permettent aux différentes couches de la population de circuler à travers tout le pays. Du nord au sud, la SNCB et les dernières compagnies privées restantes proposent des voyages d'agrément. Le train loisir est né. On ira jusqu'à créer des trains radio. À bord de ceux-ci, un personnel qualifié commente par micro les paysages et les régions traversées pour une clientèle qui jusqu'alors se déplaçait rarement. La côte figure évidemment parmi les destinations privilégiées. Le train allie la possibilité de transport de masse, que ce soit pour les voyageurs déjà, ou et certainement pour les marchandises, et il y allie aussi la vitesse. On peut aller très loin, couvrir toute la Belgique, et voire même aller à l'étranger et procéder alors à des voyages internationaux, tant pour les marchandises que pour les voyageurs. C'est d'ailleurs à la fin du 19e siècle un Belge, Georges Nakel-Makers, qui fonde la Compagnie internationale des wagons-lits et qui imagine un réseau couvrant vraiment l'Europe entière. Ces trains prestigieux portent des noms qui font rêver. L'Étoile du Nord, l'Oiseau Bleu, l'Edelweiss. Des noms tellement légendaires que l'on ne dit plus « je pars pour Paris », mais « je pars par l'Étoile du Nord ». À bord, on y trouve perfection de service, confort et luxe extraordinaire. Avec le Ostende-Vienne Orient Express, un train spécifiquement belge, le rêve oriental devient réalité. La fin des années 30 marque l'apogée de la puissance des machines à vapeur. Ainsi, la Pacific Type 1, avec ses 24 mètres de long et ses 126 tonnes en ordre de marche. L'autre fleuron est l'Atlantique Type 12. C'est elle qui remorque les trains balnéaires, reliant Bruxelles à Ostende en 1 heure, le TGV de l'époque. Le type le plus évolué de locomotive à vapeur est le type 12, créé en 1939, et qui a atteint un record de vitesse de pratiquement 160 km à l'heure.
faut bien se rendre compte que il n'y avait pas de lumière dans les gares. On s'éclairait avec du pétrole sur la locomotive, on s'éclairait avec du carbure. Vous arriviez en gare avec un train, le quai était éclairé avec des petites platines rondes, blanches émaillées à l'intérieur. Les mailles étaient aussi noires à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc on avait juste des points de repère. Les points de repère, c'était quoi le plus souvent? C'était tout. C'était une gare, c'était un quai, c'était un pont, c'était un aiguillage, c'était une forêt quelquefois, une maison. Un bruit? Un bruit sur un pont, chaque pont avait sa particularité. On avait en général tous le strict minimum qu'on transportait personnellement. Moi j'avais dans ma serviette, ma femme m'avait fait une petite sacoche et j'avais mon couteau, j'avais un morceau de bois, une mèche pour... et notamment la principale chose, c'était la soupape de coups d'eau. Parce que une locomotive qui crachait, ça veut dire qu'il y avait un entraînement d'eau dans les cylindres. Eh bien, il y avait simplement ceci qui éclatait pour empêcher le fond de cylindre d'être démoli. Mais c'était simplement ça qui aurait immobilisé une locomotive. « 1940. C'est le retour de la guerre. Le train va y jouer un rôle exceptionnel, non seulement parce qu'il redevient pratiquement le seul mode de transport disponible, mais aussi pour des raisons éminemment stratégiques. Nos cheminots se voient imposer la cohabitation avec les cheminots allemands. Les cheminots allemands, ils étaient cheminots avant d'être allemands ou d'être nazis. Ça avait une très grande importance parce que ça a beaucoup fait qu'il y a beaucoup de cheminots belges qui ont été sauvés de la vie, rien que par ça, parce que vous êtes cheminot avant tout. Quand vous êtes monté sur le même bateau, vous avez intérêt à ce que le bateau continue à flotter. Il ne faut pas oublier que dans ces cheminots allemands, s'ils avaient été jeunes et avaient subi l'endoctrinement nazi, il y avait beaucoup de chances qu'ils se trouvent dans la Wehrmacht ou dans la SS sur le front. Il s'agissait de gens rassis qui étaient toujours au service de la Reichsbahn et mis en Belgique. Puis finalement, il y a cette espèce de conscience professionnelle, tant des Belges que des Allemands. Les trains doivent essayer d'arriver à l'heure. Et puis il y a aussi le fait que certains sabotages, quand on ne prévient pas le personnel, certains déraillements organisés, etc., le chauffeur de locomotive belge est embarqué dans la même galère que l'Allemand qui se trouve à côté de lui, et il y a une espèce de solidarité professionnelle qui va jouer, non pas contre la résistance, mais pour sauver, parfois pour le futur, le matériel roulant contre certaines destructions qui ont été un peu irréfléchies. L'esprit des cheminots se révèle d'une efficacité redoutable. En alliant sabotages en tout genre et sauvegarde du matériel roulant, nos hommes du rail mènent la vie dure à l'occupant. S'ils sacrifient au besoin l'outil qui est toute leur vie, ils œuvrent aussi dans l'ombre avec une solidarité sans faille. Les cheminots étaient remarquablement organisés entre eux. Il y a l'épisode du train fantôme, c'est-à-dire le dernier train de déportés pour l'Allemagne, qui va quitter Bruxelles, mais qu'avec la complicité des signaleurs, on va le faire tourner en rond pendant 2 jours autour de Bruxelles, devant des feux perpétuellement au rouge, jusqu'à ce qu'un accord se fasse, qu'on le ramène à la gare de la Petite-Île et que tous les détenus soient libérés en septembre 1944. 1945. Le retour à la paix permet la reprise d'un chantier titanesque, la jonction Nord-Midi à Bruxelles. Cette jonction, c'est l'arlésienne de la vie ferroviaire belge. En fait, elle a déjà existé en 1841. À l'époque, les voies étaient posées à même le sol sur les boulevards. Le vrai projet débute en 1912.
Interrompu par les périodes de guerre et le manque de matériaux qui en découlent, il ne se réalise qu'à partir de 1947 sur un tracé qui pose d'énormes problèmes. La ville de Bruxelles est en effet partiellement bâtie sur de très mauvais terrains sablonneux. À certains endroits, le sous-sol est marécageux. À ces problèmes géologiques s'ajoute celui des égouts qu'il faut contourner. Cette traversée ferroviaire de l'agglomération bruxelloise impose le choix d'une gare pilote. C'est celle du Midi qui est choisie pour une question de disponibilité de terrain nettement plus spacieux qu'au nord. Durant les travaux, il est bien sûr hors de question de fermer les deux gares. Les trains circulent et doivent le faire en toute sécurité. Durant toutes ces années, on ne déplorera aucun accident. À cette époque, on développe également ce qui sera la mort de la traction vapeur, l'électrification du réseau. Entamée en 1935, elle est l'avenir du rail. Signe des temps, les locomotives à vapeur doivent traverser la nouvelle jonction à la remorque de motrices électriques, pour cause de pollution. Dans les années 50, le train fait désormais partie de la vie quotidienne. Une nouvelle catégorie de voyageurs fait son apparition. Les navetteurs, contraints d'aller chercher le travail de plus en plus loin, ils se pressent à l'entrée des gares. C'est la cohue des heures de pointe. Les ouvriers avaient pour habitude de monter toujours dans le même compartiment de la même voiture. Si par malheur, par suite d'un changement de rame avarié, qu'on remettait une autre, ah là là, quel problème! Alors là, c'était la corrida. Ils ne retrouvaient plus leur voiture, ils étaient perdus. Et vous perdiez un temps, faut aller, en voiture, tu fais tout. Ah oui, trop diable, et ils ne retrouvaient plus les copains. La première chose, ils arrivaient, allez, on mahive, comme on disait, on mélangeait, on commençait à jouer aux cartes, hein, ils étaient tous ensemble. Et quand vous entrez dans les compartiments, fumeur, mon Dieu, vous vous rendez compte, hein, à 5 heures du matin, c'était une clientèle pas méchant, hein, mais si vous n'aviez, si un jour il y avait un problème, eh bien, les ampoules volaient au diable, il y a toujours des histoires comme ça. Hein. Allez contrôler, j'allais contrôler, je n'avais pas peur, mais il ne fallait pas commencer à chercher mieux, hein, parce qu'ils avaient les billets de semaine à ce moment-là, et vous les empêchiez de jouer aux cartes. La rentabilité du réseau passe immanquablement par le transport des marchandises. La gare de triage, c'est une vraie pieuvre sans cesse en activité, car c'est surtout la nuit que les trains de marchandises roulent, profitant du ralentissement du trafic des voyageurs. L'organisation nécessaire doit être souple pour s'adapter aux variations parfois brutales du trafic. Recevoir les trains, les former, sont des opérations qui demandent une grande vigilance. Derrière le balai des wagons, des hommes veillent sans arrêt. Ce qui avait été épouvantable, c'était les conditions dans lesquelles on devait travailler, n'est-ce pas, lorsqu'il y avait la neige. La neige, n'est-ce pas, c'était notre cauchemar. Parce qu'il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire que sur 5 minutes de neige un peu épaisse, la gare était bloquée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer des gens avec une brosse pour nettoyer l'aiguillage. Moi, je me suis vu à sabot dans la neige, avec un tuyau, n'est-ce pas, alimenté par la vapeur. Moi, en tant que chef de gare adjoint, dégagé avec tout le monde, dégagé pour faire entrer le train. Donc, quand il y avait de la neige et que ça arrivait la nuit, c'était la panique ou... Ah, c'était la merde. Il fallait en prendre son parti, on faisait ce qu'on pouvait. On en avait peur. Quand il y avait les intempéries de l'hiver, il prenait ses précautions, il partait 1 heure avant de la nuit pour assurer son service. Il n'y avait aucune excuse pour ne pas faire rouler le train à l'heure.
quelquefois pris des risques, parce que je me rappelle des types 81 sans compteur de vitesse, j'insiste. Elle était limitée, cette locomotive, à 55 km/h. On a quelquefois pris des descentes où on avait peur, mais on n'aurait même pas freiné. On a pris des risques. On a pris des risques, c'est vrai. Je ne sais pas si on peut le dire, mais on a pris des risques. On a eu des moments où la locomotive prenait le galop. Prendre le galop, ça veut dire que les bielles vont en avant, vont en arrière, mais elles vont aussi de bas à haut. Mais la locomotive se soulevait, hein? La locomotive se soulevait. Le respect de l'horaire, c'est toute la fierté des cheminots. Une véritable obsession à laquelle vient s'ajouter à bord des machines l'appréhension de l'accident toujours possible. Le chemin de fer a beau être un moyen de transport fiable, il n'est pas à l'abri de l'imprévisible. Il faut souligner qu'à cette époque, un train en marche est privé de toute communication directe avec le reste du personnel. Ah, il n'y avait pas de liaison avec le train à ce moment-là. On ne savait pas contacter le machiniste. Hein. Il fallait aller les trouver à ce moment-là, pour les contacter. Même pour délivrer un ordre de dépassement du signal, il fallait aller le porter au signal même. Au machiniste, donc. Hein. Le milieu des années 50, c'est le début de la fin. La plupart des grandes lignes s'électrifient. Après 40 ans de service et des millions de kilomètres parcourus, les machines à vapeur vieillissantes sont reléguées sur des lignes secondaires, tractant désormais des convois sans prestige. Certaines se voient même réduites à l'état de vulgaires chaudières pour dégivrer les aiguillages. Parallèlement, on assiste à un changement de mentalité chez les voyageurs. Bien, monsieur, vous m'excuserez, mais je viens interrompre votre partie de cartes. D'abord, à quoi jouez-vous? À la belote. À la belote. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sont probablement les seuls personnages dans ce train qui n'ont pas fait attention à tout l'appareillage de la télévision ici, tellement ils étaient préoccupés par leur belote, je viens de l'apprendre. Mais je suppose que puisque vous jouez aux cartes, c'est que le train, Liège-Bruxelles, Warem, est extrêmement confortable, non? Très confortable. Vous ne sentez pas les secousses? Non, pas du tout. Et vous êtes content des nouveaux wagons qu'on a mis en circulation? Vous jouez paisiblement? Paisiblement. Et vous, monsieur? Aussi, oui, oui. Vous êtes très content? Très content. Mais dites-moi, monsieur, est-ce que cette vitesse, qui est quand même assez grande sur ce train électrique, ne vous a pas fait peur au début? Ne vous a pas dit non, ça va aller trop vite, enfin? Bah, non, évidemment, si on est encore en sécurité, tout à fait, comme oui, évidemment, vous avez peur peut-être que cette vitesse soit au détriment de la sécurité des voyageurs. Ouais. Le réseau entame une profonde mutation. Les lignes peu rentables sont progressivement abandonnées. Bien des villages sont rendus au calme d'avant le chemin de fer, et sur les tracés non électrifiés, c'est le diesel qui prend le relais. Cette fois, pour la vapeur, c'est bien fini. Décembre 1966, un dernier voyage symbolique de Ath à Denderleeuw avec tous les honneurs. Mais ce dernier hommage rappelle qu'il ne faut pas oublier l'énorme impact économique, social et industriel que ces machines ont suscité, et ce, durant 130 ans.
une sacrée carrière. Cette fois, la page est définitivement tournée. Dans l'éternel duel sans merci qui oppose trafic routier et trafic ferroviaire, le train doit faire des choix. Il a choisi l'argument de la vitesse, qui a toujours été son point fort. Une vitesse servie par l'autonomie et l'exclusivité de son réseau. Il en est le maître. À l'opposé, la route s'asphyxie de jour en jour. Le problème semble insoluble. Alors on se met à repenser à la solution du rail. TGV, RER, tramways urbains. De nouveaux projets naissent un peu partout. Le chemin de fer se trouve aussi au centre de bien des questions. Que donnerait la libéralisation prônée par l'Europe? Va-t-on, oui ou non, communautariser certaines lignes? Bref, quel avenir? À une avarie, à une motrice. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Mais ces hypothétiques changements n'empêchent pas la désertification que connaissent nos gares. Elles ne sont plus pour les voyageurs pressés qu'un simple lieu de passage obligé. Les trains semblent y circuler comme par eux-mêmes. Les gens du rail ont presque disparu du paysage, et avec eux, une certaine atmosphère. Vous croyez que je n'ai pas un serrement de cœur lorsque je vais voir à la gare de Mons? À ce moment-là, monsieur, nous avions 1, 2, 3, 4, je vais dire 4, 5 machines de manœuvre en activité. Presque jour et nuit. Maintenant, quand je pense que je gare ma voiture au parking, que je vais vers la gare pour dire bonjour au chef qui est mon ami depuis toujours, vous pouvez donner pas un serrement de cœur à voir ce vide, ce silence. Et de temps en temps, n'est-ce pas, il y a une silhouette avec un casque jaune qui me fait un signe parce qu'il me reconnaît. Mais il n'y a rien, je ne vois rien. Et à ce moment-là, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Maintenant, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Voilà, de très nombreux ouvrages ont été consacrés au chemin de fer sous ses multiples facettes. Retenons l'histoire des chemins de fer belges d'Ulysse Lamal aux éditions Office de publicité. Et puis Vapeur en Belgique, un livre en 2 tomes de Phil d'Ambly aux éditions Blanchard et compagnie. Le rail au Congo belge, 3 tomes rédigés par un groupe de rédaction et de lecture où l'on retrouve Charles Blanchard, Jacques de Deroarder, Georges Neve, Michel Robeyns et Pierre Van Bost aux éditions Blanchard et compagnie. Enfin, avec Bruxelles entre en gare, les cahiers de la fonderie vous disent tout sur l'histoire des gares de Bruxelles. C'est édité par le Centre d'Histoire.